Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Salut les démons, re-bienvenue au Chevalier du démon du midi, le show qui clôture votre vendredi, votre semaine horrifique. Après plein de shows qu'on vous a offerts toute la semaine, là, on finit avec moi, ma gang de chanceux. On est le 2 décembre, on est vendredi le 2 décembre. Ça veut dire qu'on rentre dans la période de Noël et c'est pour ça qu'avec Stéphane plus tard, je vais parler de Santa Slay. Il n'avait jamais vu ce petit bijou cinématographique. Et je lui ai fait regarder ça. Aussi plus tard, je m'entretiens avec Patrick Anctil. Patrick Anctil, c'est un des propriétaires du musée Dark Art de Québec. Un musée que je veux absolument aller visiter. Entretien que j'ai eu plus tôt cette semaine, vraiment cool. Je vous conseille de rester pour écouter ça. Mais avant, on est le 2 décembre. Daniel, que s'est-il passé dans le monde du cinéma d'horreur un 2 décembre? Salut tripeux d'horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le monde de l'horreur. Aujourd'hui, en ce 2 décembre, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Il y a seulement 5 films, dont voici le peu de highlights qu'il y a là-dedans. Tout d'abord, en 1929, on a The Haunted House, qui est un court-métrage avec Mickey Mouse. Ensuite, en 1983, on a Scalps de Fred Olen Ray, que j'ai toujours pas vu, mais que j'ai reçu en cadeau en VHS et j'ai bien hâte de voir ça. Et finalement, en 1988, on a Watchers avec Corey Haim. C'est ça. Donc, à la prochaine les tripeux, puis back to you Steve. Merci mon Dan. Alors, petite nouvelle en bref. Non, pas. Hey, wow! Mon tour de table horrifique. Je m'en allais encore oublier mon tour de table horrifique. J'ai pas reçu un, pas reçu deux, pas reçu trois, mais 4 films cette semaine. Puis je vous montre ça. Bienvenue au tour de table horrifique. Donc, comme je disais, 4 films que j'ai reçus cette semaine, des films que je n'ai jamais vus, comme L'Invitation de Invitation. Jamais vu ce film-là. Ça fait pas longtemps que c'est sorti. C'est pas mal une nouveauté. J'avais bien aimé la bande-annonce. Donc, on verra. Je regarderai ça un jour. Ensuite, j'ai reçu Nope. Je me le suis fait déconseiller par beaucoup de monde. Sincèrement, j'ai adoré Get Out. J'ai vraiment pas été un fan de Us. Mais là, il était pas cher. C'est un deal pour les 4 ensemble. Fait que Nope. Ensuite, j'ai reçu Pearl. Yeah. La seule chose, j'ai pas vu X encore. Je sais que c'est du A64, 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 A264, H264, en tout cas. A24, et Baba et Steve, ça va pas bien. Il y a bien du monde qui dit t'aimeras pas ça parce que t'as pas aimé The Witch complètement. Vous avez pas rapport. Fait que Pearl, il va falloir que je trouve X avant d'écouter Pearl. Et enfin, j'ai reçu Fall. Fall, que je n'ai non plus pas vu. J'ai même pas regardé la bande-annonce de ce film-là, mais j'ai entendu que du bien. Il venait dans mon package deal de 4 films, donc Fall a été mon 4e film de la semaine. 4 films cette semaine que je vais regarder à un moment donné. Maintenant, les nouvelles en bref. Il me faudrait un jingle pour ça. Pour la semaine prochaine, je vais me faire un jingle des nouvelles en bref. Oh yeah, yeah. Bon, la semaine passée, je vous ai montré un fan film de Sawyer Massacre. Et là, c'est rendu la mode des fan films. Il y en a plein. Et je suis comme tombé sur 2 fan films qui ont l'air quand même très cool. Le premier, c'est Halloween Evil Walks Among Us, qui a l'air très, très sympathique. Un petit fan film d'Halloween. Donc, pour tous les fans d'Halloween, je vous le conseille. Il n'est pas sorti encore. C'est le teaser. Ça s'en vient. Et le deuxième, celui-là, je le trouve vraiment intéressant. C'est Dylan's New Nightmare. C'est comme une suite à Wes Craven New Nightmare avec l'acteur principal, le petit gars, là, Miko Hughes,
qui reprend son propre rôle, mais dans la vraie vie. En fait, c'est comme New Nightmare de Wes Craven. Mikoyos, ils font souvent ça à cette heure. Il y a des acteurs qui ont joué dans des classiques, qui vont venir jouer dans des fan-films. Je trouve ça cool. Vous voyez le teaser présentement. Ça a l'air sympathique. J'ai hâte de voir ça. Fait que 2 fan-films à se mettre sous la dent. Hey, maintenant, on devrait faire un watch party de ce fan-film. Juste écouter des fan-films tout ensemble. Hey, c'est une bonne idée, ça serait cool. Sinon, autre chose, mon œil pique. Est-ce que vous avez écouté Wednesday? Hein? Je n'ai pas encore commencé à écouter Wednesday. Ça l'a fracassé des records. Ça l'a battu Stranger Things. Mon œil pique encore. Désolé, je me gratte. Mais ils ont fait une promo assez cool. Ouais, ils ont fait une promo assez cool. La main, Ting, se promène dans New York. Allez voir ça sur YouTube. Là, je vous montre des petits extraits présentement. Là. Ils se sont promenés avec une main dans New York et ont fait peur à du monde. Je trouve ça extraordinaire. C'est du marketing très cool, un peu comme Smile, mais très hot. La petite fille qui pleure au début de la vidéo, ça c'est moins le fun, mais ça reste quand même très drôle. Et dernière petite nouvelle en bref. Avez-vous déjà vu le film de Full Moon, Sorority Babes in the Slime Bowl-O-Rama? Moi, c'est un film que j'adore de Full Moon. C'est super sympathique. À faire avec des Scream Queens, tout le kit, c'est le fun. Mais là, Full Moon sont dans une lancée de refaire des suites et des prequels, plein d'affaires de leurs films. Sortent le deuxième, qui a pas l'air aussi bon que le premier, mais il a quand même l'air intéressant. Je parierais que Martin va l'écouter aussitôt que le film sera disponible. Donc, ouais, je recommence. Sorority. En tout cas, blablabla, Babe in the Slime Bowl-O-Rama 2 qui sort bientôt. Donc, voilà, c'était pour les petites nouvelles en bref de la semaine. Maintenant, comme que je disais, il y a un musée à Québec qui s'appelle le musée Dark Art, qui a ouvert il y a un peu moins d'1 an, si je m'abuse, et j'ai jamais pu aller visiter ça, mais j'ai vraiment le goût, fait que je me suis dit, pourquoi pas parler à Patrick Anctil, un des cofondateurs du musée, pour nous parler c'est quoi le musée exactement. Donc, je suis avec Patrick Anctil, un des copropriétaires. Vous êtes 3, je pense, 3 copropriétaires du musée Dark Art de Québec. Écoute, Patrick, moi, ça fait longtemps que je vous suis sur Facebook. On s'est même souvent parlé dans la dernière année. Vous êtes situé à Québec. Peux-tu nous expliquer exactement là, c'est quoi le musée là, pour les auditeurs, pour qu'ils puissent savoir c'est quoi cette chose qui a l'air extraordinaire? Oui, ben merci beaucoup, puis merci beaucoup pour l'invitation à ton podcast. Effectivement, c'est un projet que j'ai cofondé avec mes amis Patrick Gendron et Mike Ruttons. C'est situé dans le Vieux-Port de Québec. On est vraiment situé dans le quartier le plus touristique de la ville de Québec. Donc, c'est un lieu où il y a énormément de walk-in, puis on est vraiment juste à côté où les bateaux de croisière débarquent. Puis, c'est un musée d'art d'épouvante québécois, on va dire. Donc, c'est vraiment un musée avec de l'art visuel, du métier d'art, mais dans un créneau dark, obscur. On est beaucoup dans la créature, dans les mondes imaginaires. Puis on prend des choses qui sont techniquement bien réalisées, mais qui sont sinistres, qui sont obscures, mais des belles choses. OK. Fait que là, dans le fond, si on recommence, mettons que je reviens au début, toi, tu étais chez vous, puis tu t'es dit, ça fait longtemps que je veux ouvrir un musée, je vais en parler à mes chums, puis on va s'ouvrir ça à Québec, dans le Vieux-Port, qui est pas commun, en fait, parce que c'est une place très touristique. Fait que c'est le fun d'avoir ce genre de business-là, en fait, comme pignon sur rue. Fait que comment est venue l'idée vraiment, vraiment de base, là? Ouais, ben en fait, ça fait quand même une bonne dizaine d'années là que j'organisais des expositions, puis qu'on a fait différents projets. Puis pour ce projet-ci, c'est Patrick Gendron qui m'a approché parce que lui, il avait déjà été exposant dans des expositions antérieures qu'on avait réalisées. Puis il y avait bon, la pandémie se terminait, il y avait une opportunité pour avoir un local. Il a déniché le local, puis on trouvait que ça faisait du sens parce que c'est dans le coin des galeries puis des musées à Québec, mais en même temps, c'est un petit peu excentré, puis c'est parfait parce que notre proposition est vraiment différente là, des autres galeries d'art puis des autres musées qu'il y a dans le coin. Là. Très, très différente même comme proposition. Donc,
pour la localisation, ça faisait vraiment du sens qu'on s'installe ici. Puis, justement, les touristes, je dis ça sans aucune prétention, là, mais on s'est fait serrer la main à plusieurs reprises cet été parce que les touristes ils disaient, on apprécie que votre proposition soit différente. On trouvait que ce qu'il y avait dans le coin, c'était peut-être un peu plus convenu. J'avoue, là, tu sais, comme les gens qui se promènent dans la ville pour aller voir des musées, puis là, c'est comme ils tombent là-dessus, c'est sûr que le monde sont comme, OK, mais faut aller voir ça, tu sais, en fait, Tout à parce que fait. c'est différent, en fait. Oui. Mais justement, OK, moi, je suis un touriste, je me promène à Québec, je vois ça. C'est quoi l'expérience que je peux attendre tu sais, à m'attendre en rentrant au musée, là? Oui, le musée est comme en deux portions. Quand les gens rentrent, il y a comme une boutique, une section boutique où on a toutes OK. sortes de marchandises promotionnelles, puis d'objets artisanaux faits par les mêmes exposants qui sont dans la portion musée, mais peut-être de plus petits formats comme de la joaillerie. Vraiment toutes sortes de petits objets, des souvenirs, des choses comme ça. Évidemment, vu qu'on est dans un coin touristique, ça prenait des souvenirs. Puis après ça, on a notre fabuleux portail que vous voyez derrière moi. Donc, les gens peuvent payer c'est 10 $ pour la visite par personne. Puis, de l'autre côté, là, on tombe vraiment dans des œuvres de grand format. OK. On est beaucoup dans la créature, on est beaucoup dans un peu le monstre, puis on a vraiment toutes sortes de médiums, autant de la peinture au airbrush que des sculptures sculptées dans le bois. C'est vraiment très diversifié au niveau des médiums. Puis à l'intérieur du style, là, dark, épouvante, on a beaucoup de diversité, là. On a des choses plus creepy, plus sinistres, on a des choses peut-être un peu plus oniriques, délicates. On essaie d'avoir beaucoup de diversité à l'intérieur même du style, mais nous autres, ce qu'on veut, c'est provoquer une fascination. Je dirais que le touriste, il va être émerveillé. Encore faut-il être à l'aise avec le genre, mais Mhm. même les gens qui rentrent puis qui sont peut-être moins familiers avec le style, ils reconnaissent que techniquement, c'est bien réalisé. Puis, je pense que je peux dire que ça provoque des émotions fortes. Puis, toutes les œuvres qui se retrouvent au musée, vous prenez ça où, en fait? Vous approchez des artistes, c'est vous qui les faisiez? Ça Ouais. vient de où, toutes ces œuvres-là? C'est les deux. OK? Nous autres, on en fait, on a les trois propriétaires ici, on avait déjà une pratique, puis une OK? production. Puis il y a aussi d'autres exposants. Actuellement, on en a une douzaine, on va en avoir un peu plus à partir de l'année prochaine. Puis c'est tous des artistes québécois. Donc, OK. Hmm. c'est du métier d'art, de l'art d'épouvante québécois. Il y a des gens de Québec, mais on a aussi des gens des cantons de l'Est, un petit peu partout au Québec. Puis, j'ai entre autres, l'artiste Jean-Michel Chelette qui m'a apporté un tableau original qui a servi pour la couverture d'un roman de Patrick Sénécal, entre autres choses. Fait Effectivement, ouais, qu'on, Jean-Michel ouais, que je ne connais pas personnellement, mais Elzom Blar, qui a l'émission sur les médias horrifiques les lundis, Les Pirates de la Route, il a justement été dans son église oui. voir le tout, là, fait que ça a l'air Mon assez église, impressionnant, puis c'est c'est un lieu intéressant. fascinant. Moi, Ouais, j'ai la chance d'y aller une fois de temps en temps. OK. Puis, de voir ces créations à l'intérieur même de cette église-là, c'est vraiment, c'est vraiment un artiste qu'on est content d'avoir parce on quitte dans un autre univers, dans un autre monde, là, dès qu'on a la chance de connaître cet univers-là. Et là, est-ce que le musée a plusieurs vocations? Je pose la question parce que j'ai vu que comme les jeudis, je pense, du dessin libre ou quelque chose comme ça, les gens peuvent venir pour faire des choses différentes que juste, je ne veux pas dire juste venir voir, mais tu comprends ce que je veux dire. En Oui. fait, est-ce que vous faites des soirées thématiques, des choses comme ça? Oui, on essaie que le lieu soit le plus dynamique possible, puis que les Ouais. gens justement essaient de s'approprier le lieu un peu. Donc, c'est ça, c'est un coin touristique, donc l'été, c'est très touristique, mais le reste de l'année, comme là, au mois de novembre, c'est un peu plus tranquille. Fait Ouais. qu'on essaie justement de proposer des choses pour que le lieu soit dynamique. Donc, effectivement, le jeudi soir, on propose du dessin d'observation. D'habitude, les séances de dessin d'observation, c'est souvent avec soit un modèle vivant ou un modèle nu, tu sais, dans les écoles ou les Ouais, universités. ouais, ouais. Mais nous autres, on a décidé de proposer nos créatures, justement, vu qu'ils sont très détaillés, puis on peut jouer avec les lumières pour faire des ombres. Donc, ça s'est avéré être une belle idée, c'est très populaire. Puis, en plus, on essaie d'avoir toutes sortes d'événements là, complémentaires avec la thématique de l'endroit, que ce soit des soirées projections. Jean-Michel, il va venir faire une performance de magie avec des hologrammes. Puis, on est ouvert à ce que le lieu, des lancements aussi pour des auteurs de science-fiction ou d'épouvante, ça peut servir pour ça.
Fait que là, dans le fond, si, mettons, en 2023, éventuellement, quand on va sortir notre Blu-ray de Sur la route de l'horreur de la saison 1, on pourrait venir faire un lancement à Québec avec notre bière, puis le Blu-ray, etc., puis s'arranger quelque chose comme ça. Ça pourrait peut-être fonctionner. Faudrait décidément s'en parler, oui. Ah, ça bien, parce que, écoute, Ça serait une belle euh, idée. ça serait le fun pour la saison 2. On est en train de travailler là-dessus avec Frisson, là, mais Ouais. j'aimerais vraiment ça venir visiter. On veut aller faire un show à Québec. Il y a plein de choses à Québec qui seraient intéressantes. On est venu l'année dernière, là, on a fait les promenades fantômes, on était voir Lucas Jalbert avec les enfants perdus à OK. Québec, puis un fan du mois qui s'appelle Richard qui avait des masques en fou. Mais pour la saison 2, c'est sûr que je veux revenir à Québec, Ouais, ça nous ferait aller plaisir faire de de quoi là. ça nous ferait plaisir de vous recevoir. Good. Hey, là, ça veut dire que là, ton exposition qui est là présentement, elle est là jusqu'au 23 décembre. Après, vous allez quoi? Prendre un petit break puis Ouais. revenir en force en janvier, je présume? Plus tard que ça, parce que oui, OK. c'est ça, on va, faut démonter l'exposition, faut Mhm. plâtrer les murs, repeinturer. On veut construire des nouveaux murs additionnels pour avoir OK. plus de choses. On a des aménagements à faire. Donc, tout ça, ça prend du temps. Puis ensuite, il faut remonter l'exposition. Donc, ça risque plus d'être autour de février. OK. Bon, ben écoutez tout le monde, vous avez jusqu'au 23 décembre pour aller voir cette exposition qui a l'air incroyable. Puis ensuite, ben, c'est l'hiver, hein, on reste on C'est reste ça. chez nous, on relaxe un peu, on prend un chocolat chaud, on écoute On Friends. écoute de Non, l'horreur. on écoute des films d'horreur, on n'écoute pas de C'est Friends. ça. On écoute Friends, si. On écoute des films d'horreur, puis en février, ben, aussitôt que les annonces vont être faites sur votre page Facebook, je présume, ben, la prochaine exposition va être là. Fait qu'on retourne au musée pour aller voir Ouais, c'est ça. Il va y d'autres. avoir une autre journée de lancement. C'est bien parfait. Écoute, je te remercie beaucoup, Patrick. Puis j'espère qu'on va se voir quelque part en 2023 là, directement chez vous pour aller voir ça, aller visiter ça, ton super musée. Ben, ça serait super agréable. Je te remercie beaucoup pour l'opportunité aussi. Donc, c'est dans le vieux port de Québec. Allez visiter ça si vous passez à Québec ou même si vous passez à Québec. Là, faites un voyage en gang de films d'horreur puis allez au musée. Ça vaut la peine. Il faut soutenir ce genre d'initiative-là dans notre belle région parce que on en veut des trucs de même puis on en veut plus. Alors, comme je disais au début de l'émission, on est maintenant rendu en décembre. Décembre égale film de Noël. Il va en avoir plein sur Frisson TV. J'espère encore cette année. L'année passée, c'était incroyable. Et là, j'ai mis au défi Stéphane d'écouter Santa Slay qui met en vedette Goldberg. Et voici ce qu'il en pense. Hey toi, regarde-moi ça. Ho, Stéphane! Quel beau Eh oui. chandail que tu portes. Hey, merci. Écoute, c'est un habit circonstanciel, Steve. Je me suis dit, quoi de mieux pour célébrer Noël qu'un gars qui a tué sa sœur? C'est merveilleux, effectivement. Ah, moi, je voulais avoir un petit chapeau sur la tête, mais ma blonde est partie à sa job avec toutes les décorations de Noël pour faire chier Ouais, c'est vraiment ses pas gentil de collègues sa qui n'aiment part. pas Puis, Noël. puis en plus, tu as une piste d'atterrissage comme coupe de cheveux, fait que tu dois avoir un froid au crâne présentement. J'espère que la semaine prochaine, tu vas avoir un chapeau ou une tuque de Noël. Sinon, je peux t'en fournir, j'en ai ici. Là. Ah, non, ok, non, mais ça, c'est un défi, ok, c'est bon. La semaine prochaine, j'aurai un chapeau ou une tuque de Noël sur mon petit coco. On n'a pas le choix de se mettre dans l'ambiance, Steve, grâce à ton idée fantastique qu'on se tape un mois de films d'horreur de Noël. Là. Je sais que tu es un grand fan, puis je pense que tu as énormément de films en tête là, à ce qu'on regarde. Là. J'en ai plein, mais regarde, justement, on va se mettre dans l'ambiance. Pourquoi qu'on ne mettrait pas la petite musique de Noël en background? Hein? Ah, Voilà. ben écoute, si ça Hein? hey, c'est non, mais cute, ça fait du C'est bien. super cool. Ça sent le pain d'épices. Bon, Santa Slay qui est avec Bill Goldberg, l'homme qui a mis fin à la carrière de Bret Hart, mais bon, on va passer ça. Stéphane, comment t'as trouvé Santa Slay? Moi, j'ai vu Santa Slay il y a une couple d'années ou l'année passée. C'est peut-être l'année passée. L'année passée, je me suis fait une razzia de films de Noël durant Noël à cause de Frisson TV. Et Santa Slay était là, et là, il est sur Tubi. Et je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé de ce petit chef-d'œuvre. Ouais, petit chef-d'œuvre. Ben écoute, on le répète 5 épisodes de suite, le sweet spot, mais là, il exagère, là, c'est 1h17. C'est quand même assez rare qu'un film se rend même pas à 1h20. Tu as parlé de Goldberg qui a mis fin à la carrière de Bret Hart. En fait, Goldberg était connu dans les 90s pour blesser tout le monde. Il faisait pas attention, il était green, puis
Puis il était tellement dans son personnage de destructeur qu'il a blessé beaucoup de gens. D'ailleurs, il a brisé le orbital bone de Scott Steiner dans leur premier match ensemble. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, il était reckless, il était cave, il faisait mal à tout le monde. Puis moi, en regardant ce film-là, il a réussi à me faire mal, à moi aussi. Même si le film a paru en 2005, ça fait 17 ans déjà. Goldberg qui joue un Père Noël evil qui revient, je pense, au millénaire. Puis à tous les 1000 ans, là, il règne, comme il spread de la terreur, puis il tue tout le monde pour aucune raison. Le film est très court, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour mettre la table sur le synopsis, puis c'est pas important, right? C'est pas pour ça qu'on regarde ça. C'est la première fois que j'utilise Tubi comme, comme plateforme, ouais. Je trouve ça très cool parce que je trouve ça nostalgique comme plateforme à cause des annonces. Puis j'étais étonné, j'ai regardé ça avec ma blonde hier, puis les annonces arrivent au bon moment. Tu sais, ils te coupent pas en plein milieu d'une conversation. C'est pendant une transition de scène, ça passe aux annonces. Puis c'est con la nostalgie, hein. Pareil, mais c'est comme ça. J'étais là, crime, on dirait, tu sais, je pourrais aller aux toilettes, aller me chercher des chips ou quelque chose. Totalement d'accord. Vraiment cool. Puis c'est pas un problème que ça soit bourré. Ben, même pas bourré. Je pense qu'il y a eu 4 pauses en tout. Fait que l'expérience était cool. Le film était vraiment pas cool. Par contre, je vais te dire, ben écoute, attends. On a parlé de So Bad It's Good, right? La semaine passée, puis la semaine d'avant aussi. Puis d'ailleurs, fan de marde avec Martin et Martin, leur concept d'épisode, c'est ça. L'affaire avec... Je peux pas dire que Santa Slay est un So Bad It's Good. Puis je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Un film qui sait ce qu'il est ne peut pas être un So Bad It's Good. Parce que ce film-là est conscient que c'est un film mauvais. Puis il joue beaucoup là-dessus, puis il met l'emphase là-dessus. Les vrais So Bad It's Good, ils ont l'intention de produire un film fantastique, puis ils se rendent compte, quand le film est produit, tabarnak, c'était pas très bon cette affaire-là. Puis c'est là, je trouve, le So Bad It's Good. C'est quand ils sont pas conscients de leur statut, tu comprends? Puis ce film-là, j'ai ri plusieurs fois. C'est pas le pire film de ce genre-là que j'ai vu, loin de là. Goldberg, il est stiff. Il est comme dans le ring. Il est stiff, il est pas naturel, mais il est imposant. Puis les kills dans le bar de danseuse, man, au début. Puis c'est tellement gratuit. Il traite les femmes de whore à vive voix. C'est pas, tu sais, puis c'est vraiment les femmes sont vues comme étant des objets. Puis tu sais, dans les début mid 2000, c'était comme populaire de faire ça, de dire les sluts puis les whores. WWE malheureusement faisait ça beaucoup aussi. Tu sais, c'est dégueulasse quand tu y penses avec les yeux d'aujourd'hui. Je trouve qu'on est un petit peu trop sensible, mais dans ce temps-là, c'était dégueulasse. Là, puis il y avait énormément de références sexuelles puis à la femme objet là-dedans, mais c'est volontairement over the top. T'sais. Fait que ça, c'était réussi. Puis l'histoire, comment tu peux expliquer à quelqu'un qui a jamais vu le film, tu lui dis, ben c'est un ange qui joue au curling avec le Père Noël. Puis là, l'ange, elle gagne au curling, donc le Père Noël, il perd une gageure. Juste, on dirait un rêve de fièvre, là. Tu sais, quand tu fais de la fièvre, tu rêves des affaires, puis tu te réveilles, tu fais aïe aïe, je pourrais jamais expliquer ce rêve-là. Ben, je viens de le faire, là, t'sais. Puis à travers tout ça, c'est des kills malhabiles, beaucoup de je me sauve en courant pendant trop longtemps, mais ça fait partie de l'expérience, bien entendu. Puis je dois dire aussi que l'Indien avec le voice box, pour moi, il a volé le show. Il m'a fait rire fort à la fin. Puis, tu sais, pour ceux qui l'ont vu, écoute, je sais pas si nos auditeurs vont s'infliger ça, mais on le voit jamais du film. Puis c'est un Amérindien, c'est un native qui se met un voice box puis qui se met à sortir des one-liners, mais parfait, à tout point, même. Puis, tu sais, pas beaucoup de gore, mais il y en a un peu. Pas trop de CGI quand même, hein? Non, c'est ça qui est le fun aussi, ouais. Il y a une couple d'affaires que Goldberg crache des boules de feu, là. Ça c'est douteux, mais à part ça, les kills, Caro elle regardait et elle dit les kills, tout est divertissant à date. Fait que faut donner ça au film quand même. Puis man, tu me dis attends de voir la scène d'ouverture. Ça c'est la mise en garde que tu m'as faite. Là je comprends, c'est la meilleure scène du film à mon avis. James Caan qui est là, le gars dans Missouri qui se fait briser les chevilles par Kathy Bates. Il se fait rentrer un drumstick dans le fond de la gorge pour se faire tuer. Fran Drescher qui jouait dans The Nanny, si je me trompe pas, c'est un sitcom des 90s. Chris Kattan qui est là aussi. Puis c'est tout, by the way, c'est tous des juifs, hein, tu savais.
L'ensemble de l'équipe, pas l'équipe, mais les acteurs du film sont tous de descendance juive. Ils sont tous pratiquants juifs. Puis c'est ironique parce que les juifs ne fêtent pas Noël. Goldberg, c'est un juif pratiquant. Il luttait pas à certaines dates en décembre, là, près d'Hanouka. Fait que c'est fucking drôle qu'il y a beaucoup de références à l'étoile de David dans le film. Il y a beaucoup d'emblèmes juifs. Il y a des juifs assidiques à un moment donné qui reconduisent la police à une scène de crime. Fait que c'est spécial comme ambiance quand même. Je comprends pourquoi t'aimes ça, par contre. Puis toi, dans le fond, c'est quoi ton feel-good moment avec ce film-là? Qu'est-ce que t'aimes de ça? Ben, OK, c'est sûr que la scène d'ouverture vient chercher. Tu sais, tu regardes la scène d'ouverture, tu fais comme, OK, je vais aller me chercher, je vais faire pause, je vais aller me chercher du popcorn, puis 2-3 bières, parce que ça va être le fun. Puis tout le long, premièrement, je trouve que c'est vraiment amené et tourné, même avec la petite musique, comme un film Hallmark de Noël. Avec le petit garçon, le kit, nanana. Écoute, je trouve l'ambiance du film va vraiment chercher et parodier ce genre de film-là sans trop les parodier non plus, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça va exactement. Chercher le feeling. Il y a des scènes horrifiques avec des musiques Hallmark, comme tu dis. Tu sais, t'as Rockin' Around, puis tu vois Goldberg arracher les seins d'une danseuse. Tu sais, c'est très paradoxal comme mood. Fait que tout le long, tu ne peux que... Moi, je me suis laissé divertir tout le long en regardant le film. C'était comme, on dirait que je me suis assis dans le traîneau, je me suis laissé porter par-dessus je veux pas dire ce chef-d'œuvre cinématographique, parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais je veux dire que c'est hyper divertissant. Tu finis ce film-là, tu peux pas dire c'était mauvais. Tu peux juste avoir... apprécier le moment que tu as passé en disant OK, il faut que je le fasse écouter à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des scènes vraiment le fun là-dedans. Ben, c'est vrai ce que tu dis, parce que quand j'ai terminé le film, mon fils Tom, il a étudié hier après le souper jusqu'à temps d'aller se coucher. Fait qu'il était dans sa chambre, mais il avait envie de l'écouter, puis là, j'étais comme « Ah, fuck, j'aurais aimé ça qu'il le regarde avec nous autres. » Fait que tu sais, c'est sûr, mais comme je te dis, je peux pas le mettre sur Bad It's Good, parce que... Non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est une très bonne analyse. Le film, il sait ce qui est, fait que ça marche pas en ce sens. Puis si c'était un So Bad It's Good, qui avait essayé de faire un film là, kick-ass, puis avec une ambiance, ben là, j'aurais donné une meilleure note, mais là, je peux pas donner une aussi bonne note que j'aurais voulu à cause de ça. OK. Là, on parle de notes, là. Fait on n'est pas obligé d'en parler tout de suite, mais oui, si tu veux avoir le nombre... OK, bon, on peut y aller plus tard. T'étais rendu où? T'avais-tu d'autres choses que tu voulais apporter? Tu voulais dire? Écoute, honnêtement, c'est tough. C'est tough d'en ajouter parce que le film est très court. C'est tout le temps la même chose qui arrive. C'est des kills, transition, exposition, kill, transition, exposition, jusqu'à la scène finale. La game de hockey. Goldberg sur une Zamboni habillé en Père Noël qui essaye d'écraser des enfants. Ah, Steve, la semaine passée, je t'ai dit, j'espère que Goldberg fait un spear à un enfant. Un enfant? Il fait pas un spear à un enfant. Par contre, il fait un spear à un homme avec de la paralysie cérébrale. Fait que c'est quasiment aussi malaisant. Il passe à travers un genre de présentoir de buffet, puis il fait un spear, puis après ça, il plante un chandelier dans la gorge, puis il le laisse suspendre. Fait que c'est sûr que faire des spears des handicapés, c'est quand même drôle. Puis dans ce film-là, c'était assez gratuit. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça comique. Sinon, Goldberg fait aucune prise de lutte, là, c'est des chorégraphies style pire que Jean-Claude Van Damme dans Cyborg. Justement, le réalisateur est décédé cette semaine de Cyborg. Ben oui, je le sais. Albert Plun. Ouais. Plun. Albert Plun? Non, pas Plun. Plun, j'espère que c'est pas Albert Plun, parce que anyway, ce nom-là aurait fité dans Santa Slay, dans la scène des danseuses. Effectivement. En parlant de réalisateur, mais le producteur de ce film-là, c'est Brett Ratner. Je l'haïs, ce gars-là. Il est responsable d'avoir fait X3, X-Men 3. X-Men 1 et 2, là, entre 2002 et 2005, c'était fait par Bryan Singer. Puis c'est parmi mes films Marvel préférés. Et Brett Ratner a fait le 3, puis c'était un navet total. Puis il est producteur. Fait qu'il a financé tout ça. Heureusement, il s'est pas impliqué dans le scénario parce qu'il aurait sûrement rendu ça unwatchable. Fait que la note, allons-y pour la note, là. Combien de yeux tu donnes à ça? J'ai vraiment hâte de voir. Vraiment hâte de voir ce que tu vas donner. Et ouais. Écoute, est-ce qu'on donne des notes fermées dans le contexte de Noël ou on prend la même logique de notes qu'on a déjà mis en place? Une très bonne question.
si je le prends, mettons, comme film d'horreur, divertissement, scénario, puis kills, puis les choses que j'aime, je donnerais 1.5 œil sur 5. Really? Ah, wow. Moi, je vais avec un Sans gros plus. 3. Parce que je comprends pourquoi. Ouais. Je comprends pourquoi. Dans le contexte d'un film de Noël d'horreur à bas budget comique, je donnerais sûrement un 3. 3, ça t'amène à... C'est quand même 60%. Là, Ouais. Ok, T'es généreux. 3.5. Ah ouais, c'est vrai? Il monte en plus. Moi, non, mais moi, Ouais. moi, sérieusement, j'y donne un 3. Parce que, tu sais, je te l'ai dit hier. Là. Sur 10, moi, quand c'est 5 et plus, en fait, 5 et moins, je regarderai plus jamais ce film-là. Et là, Santa Slay, je l'avais vu l'année passée, je l'ai réécouté. Je vais sûrement le réécouter à Noël l'année prochaine. Fait que ça mérite minimum un 6 pour moi parce que j'irai pas à 7, là, parce qu'à 7, il y a quand même des grands films en tant que tels qui sont, tu sais, qu'on va mettre un 7 sur 10. Fait qu'un 3 sur 5, là, ça me rapporte à 6 sur 10. Fait que je suis très à l'aise avec ça. Ben moi, c'est un 3 sur 10. Fait qu'on est, on est loin là-dessus, puis c'est ça qui fait la beauté de faire ces conversations-là, Ben ouais. Steve. Puis tu m'expliques bien ta perspective. Là. Tu comprends, toi aussi, que c'est pas un grand film. Fait que, tu sais, Ben c'est non. juste que t'aimes l'expérience. Puis moi, je vais te faire une confession, malgré mon Ugly Christmas Sweater de Michael Myers. J'ai pas beaucoup d'exposition aux films de Noël d'horreur. Il y en a eu, puis c'est jamais de quoi qui m'a accroché. Fait que peu importe ou presque ce que tu vas me recommander, je risque de pas l'avoir vu. Oh, mais ça, c'est merveilleux, justement, pour la semaine prochaine. Je pensais, là, on est un peu en retard parce que le Black Friday, c'était comme la semaine dernière, d'un sens. Mais, Ben, je vais dire, si je peux me Oh, vas-y, permettre, le Black Friday, maintenant, c'est genre pendant 3 semaines. Là, ça a Ah plus ouais, de sens, c'est vrai. là. Fait que, Man, justement, la fait- quantité d'emails que j'ai délité un matin qui dit le Black Friday est quasiment fini, on est rendu le 30, l'arrêté. Là. Ouais. Ça va être Cyber Monday jusqu'au mois de mars. Mais oui, excusez. Ben, justement, est-ce que tu as vu le film Black Friday avec Bruce Campbell? Non. Ben, moi non plus, je l'ai pas vu. Donc, je pense qu'on pourrait viser ça pour la semaine prochaine. Ben, je suis tellement partant. Bruce Campbell Hein? est un de mes acteurs préférés all time, un de mes humains préférés all time, en fait. Fait que, let's go pour Black Friday avec plaisir. Avec Black Friday la semaine prochaine. Fait que un 3 sur 5. Ah non, ok, 1.5. Dieu, sérieusement. T'essaies de me faire changer d'idée, c'est ça? Ouais, 1.5, c'est ça, je ne change pas ma note. On va commencer la semaine prochaine avec un. T'es sûr que c'était 1.5? Ben, peut-être, écoute, on s'en reparlera. On s'en reparlera. Alright. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Cool, merci Steve. Ciao, mister. Salut. Et c'est déjà tout pour cette cinquième épisode du Chevalier du Démon du Midi. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de faire clic, je m'abonne à la chaîne YouTube, ça nous aide. Et pour nous encourager, il y a toujours le Patreon. La semaine prochaine, sur les Midis Horrifiques, lundi, Papercut, troisième épisode de Papercut, toujours super intéressant. Mardi, l'année de l'horreur, on parle de l'année 1987. En fait, on a choisi 3 films de 1987. Hellraiser, The Lost Boy et Creepshow 2. Donc, je vous invite à regarder cette émission-là. Mercredi, on a un hors-route pour toujours s'amuser durant les hors-routes. Jeudi, le Ring de la Terreur. Et vendredi, ça, j'ai vraiment hâte, je vais parler à Aurélien. Aurélien, c'est un mec de Paris qui est en arrière de la chaîne de streaming Shadows. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi Shadows? Shadows, c'est comme Shudder, mais en France. Ils ont Hell to the Deadites, fait que je les adore. C'est sûr qu'en étant québécois ici au Québec, tu peux pas t'abonner à Shadows à 4,99 € par mois. Mais si vous avez de la parenté, hein, en France ou en Belgique, ben, passez-leur le mot d'écouter le show la semaine prochaine pour avoir tous les détails sur Shadows. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous laisse sur un extrait de Sur la route de l'horreur dans la maison de Buffalo Bill. We are at Buffalo Bill's house, the famous filming location for The Silence of the Lambs, and a number of sequences were shot here back in 1990 with Jodie Foster and Ted Levine and Scott Glenn, all throughout the exterior and interiors of the house. Entree. You are now standing in the real house where The Silence of the Lambs was filmed. Buffalo Bill's house as a format, and what I wanted to do with it was basically open up the doors of the real filming location and allow fans to come through and stay overnight.
We basically can sleep up to 8 guests at once, and it's a whole home rental. So whether you're 2 people or you're 8 people, everybody gets the entire house to themselves, which I think is most important to me because I wanted the location and people's experience to be unique, and I wanted it to be private and exclusive to themselves. What you are standing in right here is the grand foyer of Buffalo Bill's house. The very first scene of the interiors were shot here in this very room, right where you guys are standing, the very iconic doorway where Bill and Clarice meet face to face for the very first time on screen.